Bonsoir à tous et bienvenue sur le meilleur créneau développement TV du soir. C'est bien évidemment le grand rendez-vous et ça se passe sur BB24. Ce soir, on parlera de nutrition, de Croix-Rouge, digital et de dreadlocks. Les détails après la météo. Vous êtes sur le grand rendez-vous du BB24. Là, la mangue est un fruit aimé par beaucoup de personnes et surtout pour son goût. Et ce soir, nous allons vous amener donc à découvrir la mangue au-delà, bien sûr, de son goût. Retenez déjà que c'est un fruit dont la consommation permet tout simplement de prévenir le cancer. On parlera donc de ses valeurs nutritives. Une institution humanitaire et universelle s'invite sur Autant Savoir de ce grand rendez-vous. Il s'agit de la Croix-Rouge, une organisation présente sur tous les terrains de secours. Le digital, source des solutions actuelles et de demain, et constitue d'ailleurs même la principale source de revenus des habitants de la planète Terre. Mais comment intégrer alors ce secteur et participer au développement de sa communauté, surtout quand on est au Bénin? Voilà donc la principale interrogation que nous allons soumettre à l'appréciation de l'expert de ce grand rendez-vous. Les dreadlocks sont désormais un style de coiffure, on le savait depuis longtemps, bien même destiné aux adeptes du mouvement Rastafari. Aujourd'hui, on n'a plus besoin vraiment d'adhérer à ce mouvement Rasta pour avoir donc les dreads sur la tête. Restez donc avec nous sur Beauté au pluriel pour découvrir les variantes du dreadlocks dans le paysage de la mode. Et n'oubliez aussi bien sûr, n'oubliez surtout pas le journal qui viendra à 19h45 avec Estelle Espérance Aurore Pazou à la présentation ce soir. Bonsoir. Bonsoir à vous, Assiomovic Gabarov. Ah oui, vous avez trouvé encore une autre appellation. Ça, c'est pour les intimes. Ah oui, ça c'est pour les intimes, ça c'est vrai. Alors, donc tout à l'heure, on va vous retrouver à 19h45 pour le journal et puis il sera question de nous présenter quoi? Quel est le menu du 19h45? Alors, plus besoin d'un parcours de combattant pour obtenir son livret de pension. C'est le soulagement qu'apporte le gouvernement béninois aux personnes retraitées pour une fin de carrière apaisée. La jeunesse béninoise doit jouer son rôle dans l'élaboration des politiques publiques du Bénin. Elle contribuerait ainsi au développement du pays par son implication. Et puis, si vous aimez lire, deux possibilités s'offrent à vous. La lecture physique ou la lecture en ligne. Entre le confort du papier et celui du numérique, les avis divergent et bien évidemment, tous les détails sont à suivre à 19h45. Allez donc, merci beaucoup à vous, Estelle Espérance Aurore Pazou, pour les titres présentés. On vous retrouve tout à l'heure, dans moins de 40 minutes exactement, pour le développement de ces titres. Pour le moment, nous allons ouvrir les plateaux de ce grand rendez-vous et on commence par Autant Savoir.
Autant savoir, ce soir, nous parlons de la Croix-Rouge, une organisation à laquelle toute la planète va donc penser. Demain, déjà, oui, ce sera la journée de la Croix-Rouge, mais comment définit-on en réalité la Croix-Rouge? C'est quoi? Qu'est-ce que cette institution-là fait à travers la planète Terre? On aura le temps d'en savoir dans un instant, puisque nous avons invité une personnalité de cette institution sur le plateau du grand rendez-vous de Autant Savoir ce soir. Nous allons suivre d'abord ce commentaire descriptif. Son nom, c'est Henri Dunant. Il est le fondateur du Comité international de la Croix-Rouge. Au cours d'un voyage d'affaires, il a été témoin d'une terrible bataille dans le nord de l'Italie. Il a donc mobilisé les femmes pour assister les blessés. C'est ainsi qu'a vu le jour la Croix-Rouge en 1864. Elle a pour objectif de venir en aide aux personnes en difficulté. Ses missions fondamentales sont l'urgence, le secourisme, l'action sociale, la formation, la santé et l'action internationale. La Croix-Rouge, le cristal rouge et le croissant rouge sont des emblèmes protégés légalement par les États signataires de la Convention de Genève. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge est le plus vaste réseau humanitaire de volontaires au monde. Un programme de relèvement et de développement à long terme est prévu pour 85 millions de personnes touchées par des catastrophes, des urgences sanitaires et des crises. En dépit du danger, la Croix-Rouge est présente dans plus de 90 pays. Elle reste fidèle aux principes de neutralité, d'impartialité et d'indépendance. Les bénévoles sont au cœur de la mission de la Croix-Rouge. Ils investissent leur temps et leur énergie au service du social. Les volontaires sont prêts à promouvoir les valeurs de l'organisation pour bâtir une culture de non-violence et de paix. Ils s'engagent à sauver des vies et à changer la mentalité face aux catastrophes et de réduire les inégalités. La Croix-Rouge offre aux bénévoles la formation et la pratique en matière de premiers secours et de sécurité routière pour venir en aide aux populations en cas de catastrophe ou autres sinistres. Voilà du temps et de l'énergie investie dans le bien-être des communautés. Bon, c'est ce que je retiens comme, définition de ce commentaire de Fulgencia Rontondi. Définition, bien sûr, de la Croix-Rouge. On aura plus de détails avec l'aide de M. Yelomé, qui est le secrétaire général de la Croix-Rouge béninoise. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de venir sur ce plateau. C'est moi. Voilà. Bonsoir, Roch Aurélien Akoyeno. Bonsoir, Assiomovic pour les intimes, pour selon les intimes. Estelle Espérance Ropazo. Ça, c'est vrai. Elle est allée dénicher ce nom, cette appellation, en tout cas toute spéciale. Oui. Allez, donc il est question donc ce soir de parler de la Croix-Rouge. D'aucuns parlent de Croissant Rouge. C'est quoi tout ça? Ben, on aura le temps d'avoir. Nous avons M. Yelomé sur ce plateau qui pourra mieux nous outiller sur ces différentes appellations. Ce n'est pas seulement la Croix-Rouge, ce n'est pas seulement le Croissant Rouge, il y a également le cristal rouge. Monsieur Yelomé, aidez-nous à faire d'entrer la différence entre ces trois dénominations. Oui, merci. Et avant tout, je voudrais remercier BB24 qui fait vraiment dans le développement. Merci. Et la Croix-Rouge étant là également, nous donnons la main pour un pays de paix et un pays qui se développe. Alors, Croix-Rouge, Croissant Rouge, Cristal Rouge, c'est trois logos, mais qui appartiennent à un seul et même mouvement. Le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Au début, c'était la Croix-Rouge
Et chemin faisant, il est question de respecter certaines sensibilités islamiques. Et donc, il y a eu le choix de ce logo pour les pays d'obédience islamique. Là, vous parlez du croissant rouge. Du croissant rouge. Okay. Et pendant plus d'un siècle, on a utilisé croix rouge et croissant rouge. Mais il y a eu beaucoup d'autres logos qui ont été proposés. Et lorsque cela ne respecte pas les principes fondamentaux, on ne les utilise pas, on ne les adopte pas. Mais finalement, avec le dernier protocole, le troisième protocole additionnel de droit international humanitaire, on a adopté un troisième logo qui est le cristal rouge. Et le cristal rouge, c'est créé pour faire l'unanimité de tout le monde. Et ce cristal rouge peut être utilisé seul ou en combinaison avec la croix rouge ou le croissant rouge. Okay. Oh. Mais tous ces logos appartiennent à un seul et même mouvement. Très bien. Nous avons vu tout à l'heure le réalisateur du jour qui nous a montré les trois logos. Alors, demain, 8 mai, c'est la journée mondiale de la Croix-Rouge qui va se célébrer sous le thème Amour. Pourquoi amour? Pourquoi ce thème? Oui, et amour parce que il n'y a rien dans ce monde qu'on peut faire bien sans amour. Et la Croix-Rouge, chaque année, choisit un thème autour duquel elle développe ses activités. Et je vais quand même rappeler que l'année passée, c'était sourire. Partout pour tous, sourire. Et donc, c'était un slogan, on peut dire, adressé aux volontaires de la Croix-Rouge. D'accord. Qui doit donner du sourire. Parce que c'est une chose qui ne coûte pas, mais qui est parfois rare. Et cette année, vous leur demandez de donner de l'amour. Voilà. Donc, cette année, c'est un thème qui est adressé aux bénéficiaires, aux volontaires et à tout le monde. À tout le monde entier. À tout le monde, parce que nous vous disons bien que les gens aiment la Croix-Rouge. Mais en allant secourir, on donne quand même de l'amour. Oui. Pourquoi insister encore là-dessus? Parce que il le faut, parce qu'aujourd'hui, oui, les difficultés dans le monde prennent beaucoup de formes. Et il est question d'avoir de l'amour pour aller au-delà. Parce qu'on voit en réalité que sur certains terrains, il y a les volontaires de la Croix-Rouge qui sont attaqués malgré le fait qu'ils viennent aider les gens, secourir les populations. Ces volontaires-là sont attaqués, donc vous demandez également aux populations, aux communautés de donner de l'amour à ceux-là pour leur dire que nous ne sommes là que pour l'amour. Pour l'amour. Nous sommes là que pour l'amour. Alors, est-ce que le rôle de la Croix-Rouge, c'est seulement de secourir? Que fait la Croix-Rouge concrètement? Oui, la mission de la Croix-Rouge, c'est de prévenir et d'alléger les souffrances humaines d'où qu'elles viennent, sans aucune discrimination ni de race, d'appartenance religieuse ou politique, de sexe. Donc, tout le monde a droit à cette prévention et de cette possibilité d'alléger, de diminuer la souffrance. C'est souvent dans les pays où il y a la guerre, où il y a la violence, qu'on vous voit avec vos gilets, tout et tout. Est-ce que votre mission se limite à cela? Ça, c'est un petit terrain. Parce que la guerre n'est pas de tous les jours. Alors, la Croix-Rouge est présente à la population en temps de paix et en temps de guerre, en temps de crise, en temps de catastrophe. Alors, lorsqu'il y a une urgence, cela appelle la Croix-Rouge. Et on le voit, on voit la Croix-Rouge dans des situations de conflit parce que c'est les situations les plus médiatisées. Mais au fond, la Croix-Rouge agit en souterrain ou en sous-marin, comme on peut le dire, parce que, premièrement, nous intervenons dans les stratégies de réduction des risques. Alors, il a fallu faire une étude des risques par rapport à un territoire, par rapport à une communauté. Et lorsque les risques sont étudiés, on développe des stratégies pour que cela n'arrive pas. Ça dit que la Croix-Rouge agit dans le quotidien des communautés sans qu'elles ne le sachent en réalité. Absolument. Aujourd'hui, la Croix-Rouge,
se prépare, elle s'est déjà préparée, par exemple, pour les différents risques auxquels s'expose le Bénin. Alors, à savoir les inondations, la sécheresse, les incendies et également les conflits des communautés, les conflits armés et autres. Et justement, au Bénin, quels sont vos champs d'intervention? Alors, au niveau de la préparation pour la réduction des risques, nous sommes actuellement, d'abord, la Croix-Rouge est décentralisée dans les 77 communes du Bénin. On a 77 branches dans toutes les communes du Bénin. Et selon nos capacités et les priorités, nous sommes actuellement dans les zones lacustres du Bénin, à Guégué, Dangbo, Soava et autres. On est là pour développer une stratégie de réduction des risques liés à l'eau. Parce que ces zones, il y a un grand phénomène d'épidémie, de maladies liées à l'eau, choléra, comme le choléra, les maladies hydriques. Les maladies hydriques. Donc, actuellement, avec l'aide de nos partenaires comme la Croix-Rouge de Belgique et la Croix-Rouge hollandaise, nous avons développé ce que nous appelons la stratégie de l'assainissement total pilotée par la communauté. Okay. Donc, les amener à développer des stratégies pour éviter le péril hydrofécal. Alors, quelles sont vos sources de financement? Mais on n'est pas que là. Au nord, dans la Takora, le problème crucial là-bas, c'est la malnutrition. Et il y a plusieurs zones récidivistes que nous avons prises en charge, comme la commune de Bukumbe, Mateli, Kobli, Tangueta, où nous développons un projet de lutte contre, de prévention et de lutte contre la malnutrition au niveau des enfants. Et impliquer toute la communauté à se réapproprier la stratégie pour que ça n'arrive pas. Parce qu'un enfant malnutri, c'est comme un moteur rechemisé. Ça ne marche plus normalement. On a compris qu'à part le secours, vous faites aussi beaucoup d'autres choses. Assume, oui, mais qui finance la justement. Ouais, je viens parce de que dire toute cette mission, c'est de l'argent quand même. Juste en quelques secondes. Oui, bon, je viens de le dire que c'est avec le soutien de la Croix-Rouge de Belgique et la Croix-Rouge hollandaise que nous sommes en train de mener. Il n'y a que ces deux institutions qui vous financent. Non, il y a la Fédération internationale qui est au fait le regroupement de toutes les sociétés nationales Croix-Rouge. Et il y a un système de soutien mutuel, d'entraide mutuelle, où chaque société nationale peut aider l'autre. Donc, pour le moment, nous avons ces deux pays qui nous aident et d'autres qui nous aident à travers la fédération. Et très rapidement, au Bénin, il y a 12 000 volontaires. Que gagnent-ils? Qui les paye concrètement? Oui, comme on a dit, 12 volontaires, c'est 12 bénévoles, pratiquement. Qui sont disséminés dans les 77 communes et qui agissent au quotidien par rapport aux activités dont je viens de vous parler, et ce sont des bénévoles. Voilà. Merci beaucoup à vous, Rob. Merci à vous aussi. J'aurais vraiment aimé qu'on creuse davantage ce sujet parce que c'est vrai, c'est des bénévoles, mais ils ne travaillent pas à jeun quand même. Ils mangent quelque chose et tout le reste. Justement, à ce niveau, parfois, on dit une mission des moyens. Donc, c'est ponctuel. Vous prenez un médecin qui travaille toute la journée, vous lui donnez du pain et du sandwich. Mais il y en a qui sont salariés. Oui, il y a sur les 12 000, il y a 35 salariés. 35 seulement. 35 salariés. Waouh! En tout cas, il faut vraiment les encourager. Après, donc, ces informations que vous nous avez données, M. Yelomé, merci beaucoup à vous. À très bientôt. Bien sûr, bienvenue sur Nature et Bien-être ce soir. Il est question de parler de la mangue aimée donc pour son goût, un fruit qui quand même a beaucoup de valeurs nutritives. Et quelles sont ces valeurs-là? On va répondre à la question dans un instant, juste derrière ce reportage. C'est l'un des fruits les plus consommés au Bénin. À partir du mois d'avril, elle se retrouve en abondance sur les étalages du nord au sud. La mangue. Ce fruit de saison est l'une des richesses que produit le Bénin chaque année. Curieusement,
Les entrepreneurs agricoles n'en tirent pas encore grand profit. Ils paient ainsi le prix de l'inexistence d'une filière bien organisée. Pourtant, la cueillette et la vente de mangue mobilisent une importante main-d'œuvre. Si nous voulons parler de la période des mangues et à quel moment on s'en rend compte qu'elles sont à maturité, c'est les prédateurs qui nous signalent ça. Les prédateurs ici, qu'est-ce que nous avons? Les chauves-souris surtout. Vous vous retrouvez sous un manguier, vous observez. Lorsque vous allez commencer par voir que déjà les chauves-souris ont commencé par piquer sur une mangue, dites-vous que toutes les mangues sont à maturité. Et c'est après que ça se présente par rougir, jaunir. C'est là, nous on voit que c'est mûr. Mais les premières mangues qui commencent, c'est les mangues ordinaires, les petites mangues. Et dès qu'elles mûrissent, on invite les enfants pour nous aider au ramassage. Et on met ça par panier. Chaque panier coûte 100 francs pour leur main-d'œuvre. Et enfin, nos clients et clientes déjà s'étaient avertis et répondent au rendez-vous et on leur livre ça. Les clients et clientes qu'on a, il y en a qui quittent Parakou, d'autres Boycon, Cotonou. Le moment venu, déjà par téléphone, tout ça par contact, on se donne les renseignements. En ce qui concerne les mangues greffées, nos clients principaux, ce sont les Nigériens. Eux-mêmes, ils ont des pisteurs qui, même sans nous, viennent se promener pour voir si les mangues sont arrivées à maturité. Parce que c'est une concurrence entre eux. Qui viendra le premier pour pouvoir avoir une grande quantité. La mangue produite au Bénin traverse parfois les frontières. C'est le cas de ce chargement en instance de départ pour le Niger voisin. L'organisation à l'interne des acteurs s'impose pour faire de la mangue au Bénin une filière. Les autorités en charge de l'agriculture sont elles aussi conscientes des enjeux liés à ce fruit. Allez, merci beaucoup à Karamat pour ce documentaire dont on a eu donc un extrait. Pour illustrer le sujet, nous parlons bien sûr de la mangue, ses valeurs nutritives, avec le Dr Emmanuel Sonon, nutritionniste. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Yasmine Damata. Assume Simplice Gaba, oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous aimez la mangue, vous? C'est ça, hein? Ben, j'affectionne la mangue. Hein. Ouais, vous aimez manger la mangue, je sais. Je sais que vous aimez beaucoup. Le choix du sujet ou bien? Pour le goût, c'est ça? Pas que pour le goût, l'arôme également. Ah, l'arôme. Oui. Ah, ben, ça fait partie du goût. Alors, on parle mangue ce soir, oui, mais ça a beaucoup de valeurs nutritives, paraît-il. Oui, il paraît que ça a beaucoup de valeurs nutritives. Amis téléspectateurs, bonsoir. Docteur, bonsoir avec vous. On va parler des valeurs nutritives de la mangue. Déjà, quelles sont ces valeurs nutritives? Merci beaucoup, madame la journaliste. Bien avant, je vais saluer les téléspectateurs parce que nous sommes toujours ravis quand nous nous retrouvons devant les téléspectateurs pour partager quand même l'information la plus vraie, pour que chacun puisse vraiment faire son choix en toute quiétude. Alors, il faut dire que la mangue, je crois que ça fait partie des fruits ordinaires auxquels on est habitué. Il y a des saisons où vraiment la mangue se prise. C'est le cas en ces temps-ci où vraiment on ne peut pas se passer une journée sans goûter à une mangue. Ah oui, hein. Ben, il faut dire que... Quand vous mangez, vous vous battez beaucoup avec les mouches. Évidemment, eux aussi sont des êtres vivants qui ont besoin de vivre aussi et manger. Oh, bien sûr. On risque de gifler quelqu'un. Bien, c'est pour vous dire que cela témoigne de toute la richesse que comporte la mangue. Et si nous voulons parler un peu de sa constitution, sa valeur nutritive, nous pouvons aller un peu par la classification. Si nous prenons le groupe des macromolécules, ça paraît un peu gros, hein, mais c'est pour quand même situer. C'est-à-dire, c'est les grosses molécules que nous pouvons hériter, telles que les glucoses, les lipides, les protéines. Je vous avoue, vous verrez tous ces macromolécules dans la mangue, mais à des proportions près. En tête, vous avez le glucose qui occupe jusqu'à près de 15%. Hein, et ensuite, ça veut dire que ce n'est pas bon pour les diabétiques, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Je vais revenir sur ça. Ah, d'accord. Quand on dit glucose, oui. c'est comment ça génère le glucose qui est le problème pour le diabétique. Okay. Il y a des aliments qui ont une richesse en glucose, mais qui génèrent moins de glucose. Hein? Par contre, il y a d'autres qui génèrent plus de glucose. Et c'est là où nous allons faire la part des choses. Voilà. D'accord. Donc,
voilà, donc il y a ça. Maintenant, si nous prenons les micromolécules, c'est le groupe des vitamines, des minéraux. Oui. En tête, nous allons citer la vitamine C. Ok. La vitamine C occupe dans l'ordre de 40 à 50% en termes de richesse sur la gamme de micronutriments que la mangue peut apporter. Okay. En dehors de ça, nous avons la vitamine C qui peut être dans une proportion d'environ 25% en termes de valeur nutritive, mais nous n'allons pas occulter les autres formes de vitamines telles que la vitamine B, dans sa forme vitamine B2, vitamine B6, vitamine B9, qui ont beaucoup d'importance. Plus sur les nerfs, c'est ça? Bien sûr, quand on parle de vitamine B, il faut tout de suite voir les nerfs, mais bien entendu d'autres choses. La vitamine B9, c'est beaucoup plus pour favoriser la formation du sang. Mais globalement, surtout les vitamines B1, B2, B6, c'est beaucoup plus pour nourrir les nerfs, apaiser les nerfs, faciliter le fonctionnement des nerfs. D'accord. Et en dehors de ces vitamines, nous pouvons, globalement, nous pouvons aussi parler des minéraux. Il y a des minéraux phares que nous pouvons avoir donc, dans le cas par exemple du potassium, qui est utile dans le fonctionnement du cœur. Ouais, ça là, c'est clair, c'est connu. Nous aurons un peu des traces de calcium, de magnésium. Nous aurons du fer, curieusement. Il y a du fer dans la mangue. Donc c'est bien pour les femmes enceintes. Bien sûr. Parce qu'elles en mangent beaucoup. Elles en ont besoin. Ah oui, vous en avez mangé. Bon, assurez-vous. On sait déjà que j'aime la mangue. Je vous ai pris, la femme enceinte, je lui conseille de prendre sa mangue au quotidien lorsqu'elle en aura. Au quotidien. Elle va gagner du fer parce qu'elle en a besoin plus, oui. Plus que nous. En dehors de ça, nous avons du cuivre. Mais il y a des éléments que je voudrais rappeler ici. Vous savez qu'il y a suffisamment de l'eau dans la mangue. La mangue peut avoir jusqu'à 80% en termes de contenance en eau. C'est pas loin de la ça pastèque. puisse nous hydrater, c'est ce que je veux dire. Vraiment. Si par exemple vous vous trouvez quelque part, vous n'avez pas de l'eau que vous mangez de la mangue, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas déshydraté. Même greffé là où les petites Quelle que soit la mangue. Ça peut être les valeurs greffé. nutritives sont pareilles, Les valeurs nutritives sont pareilles. Si on va revenir là-dessus, parce que l'autre qui est petite, la valeur nutritive, c'est concentré. Alors que l'autre qui est grand, c'est l'amande. C'est l'amande qui est suffisamment avec une richesse en fibres. Richesse en fibres. Et les fibres, c'est très important. C'est pour cela que vous allez voir, faites un peu attention. La période où on mange de la mangue, vous allez voir, vous aurez une digestion facile à cause de sa richesse en fibres. Et ces fibres aident vraiment cette digestion en tant qu'espèce facilitant, mais aussi en tant que aidant les enzymes qui interviennent dans la digestion des protéines que vous consommez. Donc, c'est pour vous dire que, globalement, si nous prenons la mangue, nous avons beaucoup à gagner en prenant la mangue. Mais beaucoup à gagner, lequel de tous ces valeurs nutritives, quand est-ce que la mangue intervient dans la prévention contre le cancer? Très bien. Il faut dire que nous avons beaucoup de recettes quand nous prenons la mangue. C'est une des recettes, c'est ça que vous venez de dire. C'est-à-dire, si vous avez l'habitude de consommer la mangue, c'est que vous vous préparez à vous prémunir des affections cancéreuses. Par quel mécanisme? Vous savez, dans la mangue, je viens de citer tout à l'heure, vous avez la vitamine C, vous avez des antioxydants qui sont dans la mangue, vous avez également d'autres éléments qui, ensemble, empêchent, disons, comment on appelle, jouent un rôle un peu pour empêcher les radicaux libres d'enclencher le processus, parce que ces radicaux jouent un rôle important dans le développement, surtout dans la multiplication des cellules cancéreuses. Donc, ils agissent pour ralentir, voire annihiler l'effet de ces radicaux libres sur la prolifération des cellules cancéreuses, d'où le rôle dans la prévention donc, des cancers. Donc c'est aussi important, déjà quand on est prédisposé à faire un cancer, c'est bien de consommer beaucoup de bien mangue, sûr, les bien aliments sûr, c'est riches en très fibres. conseillé. Et même si vous êtes sous traitement anticancéreux, c'est très bien conseillé de prendre. Parce que ça vous permettra, ces éléments vont vous permettre de ralentir le processus de prolifération. Et puis votre traitement va essayer donc d'écraser les cellules. Et puis là, vous retrouvez très bien en termes de thérapie. En termes de thérapie. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Il y a d'autres recettes. J'ai parlé tout à l'heure de la digestion. C'est très important. Les fibres que ça renforce, que renferment les mangues, aident beaucoup dans la digestion. Si nous prenons par exemple, tout à l'heure vous avez parlé de diabétique. Celui qui est diabétique peut prendre la mangue. Parce qu'il y a ce que nous appelons l'indice glycémique. C'est ça que j'expliquais en termes terre à terre. La capacité de l'aliment de générer
une quantité plus ou moins importante de glucose qui est l'élément final, le nutriment final du glucide. C'est faible au niveau de la mangue, comme d'autres fruits aussi. Oui. Le nombre de molécules, c'est-à-dire dans le morcellement en fin, c'est moins que par rapport à d'autres. Si vous prenez par exemple, je donne l'exemple de notre sucre, c'est très riche en glucose. Quand vous en prenez une petite quantité, ça génère une gamme importante de sucre. Oui. D'où la consommation de la mangue chez un diabétique n'est pas à proscrire. Bien entendu, ce n'est pas à en abuser. Voilà. Ça, il faut qu'on... Je le dis toujours, parce que quand on dit ça, on dit, bon, je vais manger à me tuer, non. Mais si ça l'a écarté, je pense que c'est utile, le diabétique va consommer et ça fait du bien au diabétique. Mais docteur, revenons sur le sujet. Hein. Déjà, comment consommer alors la mangue? C'est important. La mangue, comme tout autre fruit que nous allons consommer, vous savez, nous le mangeons cru. Nous n'allons pas l'amener à la cuisson pour pouvoir éliminer un certain nombre d'éléments nuisibles, les microbes, etc. D'où un certain nombre de précautions. Première chose, il faut vérifier l'intégrité de la mangue. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. L'intégrité. L'intégrité. Quand vous avez une mangue qui a été déjà, j'ai entendu tout à l'heure, les chauves-souris qui viennent goûter à la mangue, et vous voyez bien ça et que vous voulez... Il paraît que c'est ça qui est plus doux, non? Donc, l'intégrité de la mangue, c'est important. Pas seulement la chauve-souris, les insectes, tout ça, qui percent, il faut vérifier ça. Premier élément. Deuxième élément sur lequel je vais insister, parce que nous le voyons le plus souvent, laissez la mangue mûre avant de consommer. Généralement, vous allez voir, la mangue ne se mûrit pas sur le truc, ou bien n'atteint pas la maturité. On cueille, on dit, bon, on va faire mûrir. On urine là-dessus. La mangue à khelou. On va manger de la mangue à khelou. Alors que les nutriments qui sont là, ils ont besoin d'un certain nombre d'étapes pour être des nutriments valides pour contribuer. Ça, c'est une deuxième précaution. Troisième précaution, naturellement, c'est de bien, en une seconde, je peux dire, c'est de bien laver la mangue à l'eau et au savon. Et quand vous faites ça, je pense que vous pouvez bel et bien consommer la mangue. On peut consommer ça à tout moment, matin, midi, soir. Bon, pas matin, midi, soir. Non, je dis, on peut consommer le matin, on peut consommer à midi. Moi, je conseille, vous pouvez consommer le matin, peut-être le soir. Surtout le soir, les fruits sont beaucoup plus conseillés le soir. Les téléspectateurs ont compris déjà, la mangue, c'est un bon fruit à consommer matin, midi, quand vous le voudriez manger. Ou bien accompagner votre repas, parce que ça aide aussi à la digestion. Quand vous avez un repas un peu chaud, ça peut aider à une bonne digestion de vos repas. Merci beaucoup, docteur. D'accord. Merci pour toutes ces informations. Mon nom, c'est Félix Sonon. Ah oui, c'est Félix Sonon, hein, je sais. Merci beaucoup. Allez, merci à vous. À très bientôt. Bonne journée à vous et bonne Le grand rendez-vous va continuer. On va cliquer un peu. Cliquer. Il paraît que ça donne beaucoup d'argent. Ah oui, c'est ça. Hein. L'expert nous en parle. On parle du digital. Ah oui, hein, ça donne beaucoup d'argent désormais. Les clics, oui, beaucoup d'argent au bout des clics. Et ça, c'est pour parler tout simplement du digital avec Moïse Soloquin. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. C'est que vous revenez fraîchement d'une conférence à l'extérieur, bien sûr, du pays. Ça fait toujours plaisir. Vous avez représenté le Bénin. Ça fait toujours un plaisir de représenter le Bénin, de porter la voix des jeunes, de partager ce qui se fait de bien et de bien au pays et de rencontrer aussi d'autres personnes, apprendre et revenir mieux faire au pays. Au pays. En tout cas, j'espère que vous êtes rentré avec beaucoup d'expérience, beaucoup de nouvelles, en tout cas pour la jeunesse béninoise, histoire de lui permettre de participer davantage au développement, bien sûr, de ces communautés. Alors, ce soir, il est question de parler du digital. Le digital, aujourd'hui, beaucoup peinent à vraiment définir ce que c'est que le digital. D'aucuns parlent du numérique, il y en a qui me parlent du digital. Du coup, on se peint. C'est quoi le digital en réalité? Ok, merci Assioum. Disons que le digital, c'est tout ce qui touche au numérique, tout ce qui touche aux réseaux sociaux, tout ce qui touche à la communication. Aujourd'hui, le digital, c'est dans notre vie, c'est dans le digital se retrouve un peu dans tout ce que nous faisons. C'est tout ce qui est lié, bien sûr, au numérique, vous l'avez dit tout à l'heure. Tout ce qui est lié au numérique.
En tout cas, s'il s'agit de cliquer, c'est que c'est le digital. Oui. En réalité, en quelque sorte. Alors, on parlera bien sûr du digital, défini aujourd'hui comme principale source de revenus de la population sur la planète Terre. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a plus d'entreprises qui puissent fonctionner sans le digital? On ne parlera pas seulement des entreprises qui ne puissent plus exister sans le digital. Nous-mêmes, déjà en tant que citoyens, nous ne pouvons plus vivre sans le digital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus dans un monde connecté où moi, ici, j'ai besoin de communiquer avec mes parents qui sont au village. Ici, j'ai besoin d'être connecté avec des amis qui sont à l'extérieur. J'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de savoir ce qui se passe dans d'autres pays. Et de plus en plus, nous sommes dans un monde interconnecté où il y a un besoin urgent de toujours communiquer, de toujours savoir ce qui se passe, de toujours envoyer, de toujours acheter sans se déplacer. Donc, le digital, c'est au quotidien dans notre vie aujourd'hui. Et naturellement, c'est une mine d'opportunités pour les jeunes. Et de plus en plus, force est de constater qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent à tirer profit du potentiel du digital. Et cela demande naturellement un travail, de la formation, un travail, mais aussi de l'investissement. Aujourd'hui, ce qui est remarqué, c'est que la jeunesse aujourd'hui s'investit beaucoup plus dans le digital, mais il suffit de créer, d'avoir peut-être une innovation issue vraiment du digital aujourd'hui pour qu'on vous dise, qu'on vous brandisse carrément l'argument selon lequel, oui, au Bénin, tout le monde n'a pas accès à l'Internet, au moins 75% de la population, 60% de la population est analphabète, et maintenant le reste, il faut trouver parmi le reste là, c'est-à-dire les gens qui utilisent vraiment Internet, qui sont dans le domaine. Du coup, c'est tout comme un coup qu'on assène vraiment à l'idée de créer, de gagner sa vie à travers le digital. Comment vous arrivez vraiment à vous en sortir? Comment est-ce qu'on arrive à s'en sortir? On essaie toujours de réfléchir, d'innover et toujours de voir ce qui se fait de mieux ailleurs et de voir comment est-ce que le plus important c'est quel est le besoin que nous avons dans notre communauté et comment est-ce que nous pouvons au travers du numérique et du digital trouver solution à ça. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, naturellement il y a beaucoup de défis dans le digital et dans le numérique. Aujourd'hui, le taux de pénétration, certes, les données prouvent et montrent que le Bénin et l'Afrique de plus en plus utilisent mieux Internet, mais ce n'est pas réellement encore ça. Et une chose est d'utiliser Internet, l'autre chose est de réellement s'en servir pour faire pour de l'utilité. Donc aujourd'hui, il y a assez de défis, nous reconnaissons qu'il y a assez de défis, mais nous essayons d'innover. Est-ce que vous pensez en réalité que vraiment l'entrepreneuriat basé sur le digital, que ça marche vraiment au Bénin? Est-ce que les jeunes arrivent vraiment à s'en sortir, à gagner de l'argent au bout de leur clic? Pour être sincère, je pense qu'il y a des efforts qui se font, qui se font pour soutenir les initiatives, pour soutenir les jeunes, pour même inciter les jeunes à choisir les filières ou bien le domaine du digital et du numérique. Mais il y a vraiment des défis existants. Donc, par exemple, la connexion qui est de plus en plus chère, le fait qu'il y a très peu de... nous assumons toujours qu'il y a des coupures. Il y a aujourd'hui le domaine digital ou le domaine du numérique n'a pas vraiment un statut clair, alors que ça se fait dans d'autres pays. Nous avons quand même le code du numérique qui aide les uns les autres à savoir comment se comporter, comment utiliser, comment se retrouver. Mais malgré ça, il y a toujours des insuffisances dans ce sens. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il manque cruellement de soutien financier pour que nos jeunes qui travaillent dans le digital, nous puissions réellement booster et vraiment
vendre nos innovations à l'extérieur. Donc c'est un appel. Nous espérons que les autorités puissent créer des fonds d'innovation, des fonds qui pourront soutenir les initiatives de jeunes, qui pourront soutenir les incubateurs, qui pourront soutenir ceux qui font un travail concret dans le domaine. Certes, il y a des efforts qui se font, mais nous pensons qu'il y a encore beaucoup. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de défis à relever. Aujourd'hui, quels sont les métiers au niveau, bien sûr, du digital qui font gagner déjà de l'argent aux jeunes au Bénin? Les métiers qui font gagner déjà de l'argent au Bénin, je n'irai pas, je vais parler gros français, je dirais de façon terre à terre. Terre à terre, oui. Terre à terre. Aujourd'hui, de plus en plus, vous allez constater qu'il y a un besoin de communiquer. Donc, il y a énormément de jeunes qui sont aujourd'hui des créatifs, donc qui font de la création pour des événements. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont des digital marketeurs, donc qui communiquent, qui sont des experts ou bien qui ont la maîtrise de comment communiquer sur un événement, bien comment communiquer sur une entreprise, comment communiquer même sur une personne au travers de Internet. Donc, il y a aussi le métier de e-marketeur, donc comment faire du marketing en ligne. C'est un métier qui donne beaucoup à manger aux jeunes aujourd'hui. Il y a le e-learning qui permet aux jeunes aujourd'hui d'innover déjà, pour répondre à des besoins de notre communauté, mais aussi quand même d'avoir des entrées. Et le plus important, c'est la vente en ligne. Donc la vente en ligne, il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui qui permettent aux jeunes, permettent à la population entière de faire des achats sans même se déplacer. Donc, en quelques lignes, c'est voilà des domaines. Voilà donc des domaines déjà liés au digital. Qui liés au digital et qui permettent quand même aux jeunes de tirer leur épingle du jeu. Leur épingle du jeu. Vous avez parlé bien sûr de la communication digitale, c'est-à-dire les gens qui communiquent sur les événements et tout. Il y a aussi le e-marketing, le marketing en ligne. Vous avez parlé également du e-learning, c'est-à-dire apprendre en ligne, et aussi la vente en ligne. Oui, mais voilà. Il y a un autre grand domaine qui permet vraiment aux jeunes de vraiment avoir de l'autonomie financière. Aujourd'hui, c'est les développeurs web, ceux qui font des développements d'applications, ceux qui font la création des sites web, la gestion des sites web. Et aujourd'hui, il y a énormément de jeunes qui sortent des universités et qui sont dans des startups et qui créent des applications et qui travaillent aussi. Ça permet vraiment de gagner leur vie. Oui, ça leur permet de gagner leur vie du moment où tu as l'expérience et tu as l'expertise. C'est un domaine, c'est un métier qui est super recherché. Au Bénin encore, même encore au Bénin. Aujourd'hui, si tu es développeur, tu es bon, tu es très recherché. Alors aujourd'hui, dans nos écoles, dans les curricula, on constate en réalité que le digital n'est vraiment pas enseigné. Ce sont des formations peut-être de courte durée qui arrivent vraiment à aider ces jeunes-là. Mais comment entrer vraiment dans ce secteur et devenir aussi professionnel de ce secteur-là pour qu'au bout d'un clic, que les jeunes puissent quand même gagner de l'argent? Ça c'est un plaidoyer que nous faisons et que nous allons continuer. Aujourd'hui, vous qui êtes les professionnels dans le secteur, comment avez-vous fait? Racontez-nous juste, dites-nous un peu la ligne, c'est-à-dire, comme on le dit, donnez la main, quoi. Nous, personnellement, c'est essentiellement en ligne, donc faire des formations en ligne. Moi, je suis particulièrement dans le domaine de la vente en ligne, donc c'est essentiellement sur Internet que j'ai appris comment ça se fait, comment créer un site Internet, comment avoir une équipe, comment coacher l'équipe, comment innover pour mieux vendre en ligne et tout. Donc c'est essentiellement en ligne que nous avons pu faire, que moi personnellement j'ai fait ces formations-là. Vraiment, j'espère que vous avez donné le tuyau et j'espère également que les jeunes qui nous suivent en ce moment-là pourront également prendre, pourquoi pas, cette directive, cette direction-là et permettre
à ce que leur clic leur procure vraiment de l'argent, des revenus pour participer au développement de leur pays. Merci beaucoup à vous, Moïse Doquin. À très bientôt. Allez, il est l'heure bien sûr de suivre le journal. Estelle Pazou nous attend dans la rédaction de BB24. Estelle, à vous l'antenne. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Faire valoir ses droits à la retraite, son livret de pension en main, c'est l'innovation du gouvernement qui conjugue ainsi au passé les tracasseries subies par les retraités. Elle représente plus de la moitié de la population béninoise. La jeunesse doit de ce fait être un atout pour le développement. Elle doit s'impliquer dans l'élaboration des politiques publiques. Et puis, rien de tel qu'un bon livre pour vous évader. Dans le paysage littéraire actuel, le livre papier et le livre numérique cohabitent. Pour la préférence, les avis des lecteurs divergent. C'est une bonne nouvelle pour les personnes admises à faire valoir leur droit à la retraite. Elles n'ont plus à fournir trop d'efforts pour obtenir leur livret de pension. C'est une réforme du gouvernement qui entend désormais offrir à ses agents en fin de leur carrière de fonctionnaire une retraite paisible. Samson Thiomon et Nadège Sonni pour plus de précisions. Après 30 ans de loyaux services rendus à la nation, voire plus, les agents de l'État admis à la retraite ne devraient plus éprouver autant de difficultés à obtenir le livret de pension. Depuis peu, des réformes ont été introduites pour réduire les tracasseries des retraités. Au départ, l'agent de l'État est appelé à produire 31 pièces. Aujourd'hui, quand toutes les réformes seront faites, l'agent de l'État pourra, avec 10 pièces, entrer en possession de son carnet de pension. Une simplification de la procédure vitale pour le pensionné. Plus de 21 pièces retirées du processus pouvant aboutir à l'obtention du carnet de retraite. La réforme tourne autour de 3 axes: dématérialisation, pension et numérisation. Le troisième groupe, baptisé numérisation, a permis de numériser tous les actes de carrière, de telle sorte que toutes les pièces qu'on demandait naguère aux fonctionnaires de les produire à l'administration, c'est l'administration elle-même qui s'est chargée de produire ces pièces de telle sorte que le traitement des dossiers a été plus aisé et plus diligent. La phase pilote de ce projet a permis à 209 retraités de bénéficier de leur livret le jour même de la fin de leur carrière. Et pour que cette réforme soit effective pour tous, le processus devrait être enclenché quelques mois avant le départ à la retraite. 1 an avant la date d'admission à la retraite, le processus est mis en branle. Et 6 mois avant la date prévisible pour le départ à la retraite, le dossier est envoyé dans le circuit du ministère des Finances pour que la direction des pensions et des rentes viagères puisse concevoir le carnet de pension pour permettre à l'agent de bénéficier et d'obtenir ce carnet le dernier mois, et il part à la retraite avec ce carnet, et à la fin de ce mois, le salaire devient pour lui pension. La réforme, telle que pensée par le gouvernement, prend en compte la délivrance à bonne date et la régularisation des dossiers des années antérieures. Au 1er juillet 2019, 230 autres pensionnés devraient être admis à la retraite en possession de leur livret. Le comité envisage également de relancer les différents directeurs de l'administration et des finances pour mettre à jour les dossiers incomplets antérieurs à la réforme.
La jeunesse représente plus de la moitié de la population béninoise. Elle est un atout pour le développement et son implication dans les politiques qui s'avère indispensable. L'adéquation entre les besoins de la population et ce que proposent les autorités dépend de l'action de la jeunesse. Cette dernière doit participer à l'élaboration des politiques publiques. Un spécialiste nous en parle au micro de Edwige Agossou et Gloria Oni. Lorsqu'on voit un jeune en train de courir pour sa propre vie, et également consacrer du temps et des ressources pour aider les autres à atteindre leurs objectifs, on peut dire que cette personne est en train de s'engager. C'est une obligation pour tout citoyen de s'engager, de s'impliquer dans les politiques de développement de son pays ou de sa communauté. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ne s'implique pas, ces politiques publiques qui ne sont rien d'autre que des solutions aux problèmes publics, problèmes que l'ensemble subit, ces solutions viendront vous frapper de toute manière, ou vous allez subir ces solutions décidées à votre place. Alors, faut-il laisser les autres décider à votre place ou faut-il s'impliquer? D'où la nécessité, même si l'on ne veut pas être très actif, de s'intéresser aux solutions que les gouvernants au niveau local, au niveau central sont en train d'apporter aux différents problèmes publics que les citoyens rencontrent et d'apporter sa pierre à l'édifice en partageant ces approches de solutions. Vous savez, peut-être que la mairie dans un coin veut installer 4 poteaux électriques alors que la population pense qu'il faut installer 2 pour des raisons peut-être que la mairie n'a pas peut-être appréhendé. Et ce n'est que l'implication de ces populations qui permettra à la mairie de comprendre les autres aspects ou paramètres qui n'étaient pas du tout visibles lors des études de faisabilité. Et ainsi, mairie et population peuvent travailler main en main pour obtenir un résultat optimal. Un jeune ou une jeune a du talent. Il faut aider ce jeune ou cette jeune à savoir comment canaliser ou comment mettre ce talent à la disposition de ses propres rêves et également du rêve de l'ensemble. Le monde livresque, le 5e art, se fait de plus en plus sa place dans l'univers du numérique. L'Internet, loin de constituer uniquement un canal de distraction, est utilisé par les jeunes pour des pauses lecture. Pour certains, le livre en ligne n'est pas souvent pratique, mais il reste la préférence pour d'autres. Livre physique ou livre en ligne, le reportage est signé Bernol Djogbe et Rebecca Adinankou. Le livre est un assemblage de plusieurs feuilles servant de support à un texte manuscrit. Depuis des millénaires, il a permis d'améliorer la qualité d'accès et de portabilité de l'information. Pour cette qualité qui lui est intrinsèque, lire des ouvrages est on ne peut plus une nécessité. Recommandé dès le bas âge, pour ceux qui s'y adonnent, le résultat est souvent concluant. La lecture, pour moi, c'est une passion parce que depuis le bas âge, j'aime la lecture, j'aime lire. Ça fait voyager aussi la lecture. La lecture permet d'abord de se cultiver, de se distraire, mais c'est également de développer sa capacité intellectuelle à réfléchir et à faire des analyses. Dans la perspective de faire du monde un village planétaire, le livre n'a cessé sa mutation. Du papyrus au parchemin, du parchemin au papier au livre, l'ère du numérique apporte sa touche particulière. Le livre numérique. Le livre, c'est un outil pédagogique de premier plan. Nous avons 2 types de livres numériques qui sont les livres sur tablette, plus adaptés aux individus qu'aux institutions, et les livres numériques en ligne qui ont un niveau hautement scientifique, qui permettent la recherche et qui sont adaptés aux universités. Les livres physiques sont ancrés dans les habitudes. Nonobstant l'utilisation quotidienne des smartphones, l'emploi des livres numériques tarde à être adopté chez certains. Je n'aime pas les livres en ligne. Pour moi, c'est une sorte de distraction. Mis à part les histoires et leçons de vie dans des groupes sur les réseaux sociaux, je préfère lire les livres de vue. J'aime les livres physiques parce que ça me permet d'être un peu plus concentré. Et la luminosité des écrans ne m'arrange pas trop quand je fais la lecture en ligne. Quand j'ai les bouquins devant moi, je suis non seulement concentrée, mais je peux également souligner les mots, aller chercher les sens, garder et revenir encore lire. Mais sur les écrans, ce n'est pas trop pratique pour moi. Pas trop pratique, certes. Pour certains, c'est une évidence. Aujourd'hui, on est à l'ère de la mondialisation. C'est ce qu'aiment les jeunes. La littérature en ligne pour lire les livres. Par exemple, moi, ce que moi je fais.
livres en ligne et je vais aussi dans les librairies. Même si les livres électroniques existent, les livres physiques demeurent et s'imposent. Leur emploi conjoint ne peut être qu'un atout. En 2018, le Ghana a produit 158 tonnes d'or, soit une hausse de 15,3% en glissement annuel selon un document publié par la Banque mondiale le mois passé. Cela permet à l'ex-Gold Coast de ravir à l'Afrique du Sud la place de premier producteur d'or du continent. Cette performance est probablement due au démarrage cette année de l'exploitation des mines Wassa et Prestea. Pour rappel, la production d'or ghanéenne s'est stabilisée ces dernières années. Au Sénégal, la pose de la première pierre du Centre régional intégré de prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles en Casamance est désormais chose faite. Réalisé à Ziguinchor grâce à la coopération luxembourgeoise, le centre va permettre aux femmes de la Casamance et de la sous-région de surmonter les souffrances et d'être soignées. Abdoul Aziz Ban de la RTS. Ce geste symbolique marque une étape importante dans la construction du futur centre régional de prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles en Casamance. Ce centre, dont la maquette a été présentée, va jouer un rôle très important. Remercier le Luxembourg pour son appui constant et très engagé à nos côtés, aux côtés de ENDA, aux côtés de la population de Casamance. Nous sommes venus pour poser la première pierre et j'espère que nous reviendrons bientôt pour l'inauguration et voir le démarrage effectif de centre intégré régional, c'est-à-dire à vocation multi-pays, de prise en charge et de prévention des violences faites aux femmes. C'est un programme qui se déroule au niveau de la Casamance tout entière. Je voudrais ici, au nom du maire des populations de Ziguinchor, vous remercier ce centre qui est pertinent pour nous parce que ça prend en charge les personnes qui sont en situation de vulnérabilité, mais aussi victimes de violences. Je voudrais encore une fois vous réitérer tout notre engagement à vos côtés pour poursuivre ce travail. Le centre qui va s'ouvrir à la sous-région permettra une meilleure prise en charge des victimes de violences. Le Luxembourg, à travers ce centre, compte accompagner le Sénégal dans cette lutte contre les violences faites aux femmes. La femme est au cœur du développement. L'égalité entre les genres et la lutte et le renforcement du rôle de la femme sont aussi une priorité de notre coopération et de l'action luxembourgeoise dans le monde et aussi ici en Afrique en particulier. Parallèlement, la violence faite aux femmes est une grande problématique et la lutte contre cette violence est une très grande priorité dans notre stratégie nationale. Et avec cette première pierre, avec cette pause, je voudrais dire oui à l'accès aux soins de santé, je voudrais dire oui à l'accès aux soins psychosociaux, oui à la protection et à la justice. Je voudrais dire non à la stigmatisation, non à l'impunité. Je voudrais dire oui à l'innovation, oui à la dignité humaine et aux droits de l'homme et de la femme. Vive l'amitié et la coopération entre le Sénégal et le Luxembourg. Au-delà de la pose de cette première pierre, la délégation luxembourgeoise a eu droit à une visite à l'hôpital Célence de Ziguinchor. Des présentations ont permis de voir ce qui se fait au niveau du pavillon de traitement ambulatoire. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Allez, fin de soirée également pour vous, chère Estelle Pazou, c'est ça, hein? Oui, comme vous, je vais savourer ma soirée tranquillement chez moi, à la maison. Tranquillement, et vous allez manger quoi hier? Je suis au régime. Au régime? Oui. Ah, j'espère que vous n'êtes pas musulman. Hein. Non, pas du tout. C'est le jeune musulman, on ne sait jamais. Allez, merci beaucoup Estelle et bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, Assur. Allez, merci. Allez, ciao, 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 ciao. Bonne soirée. On reste avec vous, chers téléspectateurs. La soirée continue dans le salon de beauté de Fulgencia Rontondi. Avec elle, on va parler bien sûr du mouvement Rasta, plutôt du style dreadlock. C'est beauté au pluriel. Oui, de nos jours, on n'a vraiment plus besoin d'adhérer au mouvement Rastafari pour donc porter des dreads. C'est passé carrément en mode tendance désormais, les dreadlocks. Quelles sont donc les différentes variantes de ce modèle de coiffure
qui existent dans le monde de la mode? On va répondre à la question dans un instant. On suit d'abord le reportage. Les dreadlocks désignent il y a quelques années la classe sociale. Hommes ou femmes rastafaristes pouvaient la porter. Aujourd'hui, simples individus, rastaman, artistes, professionnels, tous adoptent le style dreadlocks. C'est devenu la mode. Hein. Il y a ce qu'on appelle les fashions aujourd'hui. On peut être chauve la veille, avoir les dreadlocks, fake dread ou bien les dread nature le lendemain. Et c'est regrettable un peu. C'est comme si le dread est traîné et trimballé dans la boue et qui perd donc son route, son originalité. Faire des dreadlocks pour garder ses cheveux naturels, oui, mais aussi un entretien de la coiffure reste une obligation. Un entretien qui passe par plusieurs étapes sur des années avec un coût par des moindres. L'entretien chaque semaine, bon, c'est 6 000, mais les clients crient. On les prend des fois 3 000 chaque semaine. Mais déjà, quand ça passe à 3 mois, c'est 6 000. Maintenant, si la personne passe le délai de 6 mois, de chaque mois, et il passe à 2 mois, ça devient 10 000. Chaque fois, il faut aller dans les salons pour les entretenir. Hein. Là où je vais, au bar, moi, on ne me prend pas moins de 15 000 francs pour laver. Quels que soient les préjugés, les dreadlocks restent la coiffure la plus célèbre grâce à l'artiste Bob Marley. Elle est aussi un style de vie et même une religion. Allez, merci beaucoup à vous, Yasmine Damata, pour ce reportage. On revient en plateau avec Dodi Amoussou, qu'on a vu même dans le reportage. Il vient avec ses dreads. On va dire Jarasta ou... Jarastafa. C'est ça, on dit Jarastafa. Ou bien c'est juste la mode? Bon, les dreads, bon, je veux dire... C'est juste la mode chez vous? Aujourd'hui, c'est la mode, évidemment. D'accord. On va revenir à vous tout à l'heure. Bonsoir, Fulgencia. Bonsoir, Asioma. Moi, chez vous, c'est Rasta? Ça, c'est mes Rasta. Moi, j'ai bien envie de vous dire One Love. One Love, c'est ça, hein? Jarasta. Jarasta, pareil. Eh bien, vous l'avez compris, Asioma, on va célébrer le 11 mai le roi Bob Marley, le roi du reggae. Et pour cela, sur Beauté au pluriel, nous avons décidé de parler des dreadlocks. Tout simplement. Des dreadlocks et non des tresses rasta. Non. Eh bien, moi, j'ai bien envie de demander à Dodi, comment est-ce qu'il est arrivé à faire des dreadlocks sur la tête? Bien évidemment, merci beaucoup pour cette occasion, pour parler de mes cheveux, parler des dreadlocks en général. Évidemment, je suis venu à dreadlocks, moi, je suis du domaine de la coiffure et tout, donc... Et j'ai voulu avoir un look particulier à mes cheveux. Et j'ai adopté ceci. Au départ, c'était afro, donc chaque fois, il fallait peigner, difficulté de peigner, tout ça. Donc, j'ai préféré les mettre en boule et aujourd'hui, j'ai les dreadlocks sur la tête. Donc, j'ai voulu avoir les dreadlocks parce que je veux me comporter simple par rapport à mes cheveux. Et vous l'avez fait il y a combien d'années déjà? Déjà à hauteur de 10 ans. 10 ans déjà? Ah là. Il a fallu 10 ans pour avoir cette longueur-là. Wow. Mais j'ai eu à couper, puisque en temps c'était devenu plus long. Donc j'ai eu à couper un peu les bouts. L'excès. Voilà, pour que ça grade à la longueur-là. Mais vous avez dit 10 ans. Il faut dire qu'à cette époque-là, les gens ne comprenaient pas pourquoi un homme peut mettre les rastas sur la tête. On vous confondait à un artiste, je suis sûre. Bien évidemment. Par le début, on me prenait justement pour un artiste. Pour un reggaeman, il y en a qui me collent l'étiquette selon laquelle je devais être un voyou, un drogué et tout ça. Mais dans mon salon, puisque j'ai un salon de coiffure où je travaille, donc quand je suis dans mon salon de coiffure, je me sens bien, tout le monde sait que bon, voilà un coiffeur et tout. Et les femmes également aimaient ça, mais les maris n'aimaient pas ça, parce que ça laissait croire que bon, c'est une vagabonde et tout, une femme qui n'est pas sérieuse et tout ça. Mais moi, je leur ai dit non, les mèches et les cheveux naturels, lequel préfère. Mais les cheveux naturels, c'est mes cheveux, donc c'est bon plus que les mèches. Donc peu à peu, les femmes ont commencé à comprendre et puis il y en a qui font ça aujourd'hui. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont les dreads désormais au Bénin. Oui, il y en Bien a. Évidemment, beaucoup de femmes, aujourd'hui c'est de la mode, franchement. C'est la mode, on n'a vraiment plus besoin d'être... Jarastafari. Pour avoir des dreads sur la tête. Non, c'est ça. Pas besoin d'être fumeur drogué, non. Non. Aujourd'hui maintenant, d'ailleurs, il y a une religion justement propice au jar.
aux druides. Donc, ils sont les sérieux, ils sont très sérieux et tout ça. Donc, même aujourd'hui, vous savez, les Blancs comprennent ça tout, la valeur des druides. Et quand on est ensemble, par exemple, il y a une foule, par exemple, où il y a un Blanc, il y a un étranger venu peut-être de l'Europe et qui veut des renseignements par rapport à quelque chose, et qu'il vous voit en groupe. Et il y a parmi vous, parmi le groupe, il y a un druide lost, c'est lui qui va appeler. Parce qu'on vous considère comme... Oui, parce que le druide, celui qui porte le druide, c'est d'abord, comment on l'appelle, quelqu'un de sérieux? C'est le sérieux. Ah bon? Oui, c'est quelqu'un qui est très sérieux, qui est véridique, quelqu'un qui est sans complexe. Voilà, c'est ça en fait. Alors vous assumez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des avantages à mettre des drogues sur la tête. Bien sûr. Être druide, avoir les druides sur la tête, c'est important. Oui, en temps normal, un druide, quelqu'un qui porte les druides est sérieux. Il n'est pas un voyou, du tout pas. Il est quelqu'un de très sérieux. Et qui réfléchit très bien, qui est sans complexe, qui accueille tout le monde, qui aime tout le monde, qui est très fraternel. Eh bien, c'est pas l'impression qu'on a ici au Bénin. Non. Oui, c'était ça, mais aujourd'hui, maintenant... Dans votre famille, quelles sont les appréciations de la vie des autres, votre entourage, qu'est-ce qu'ils en pensent Justement, dans ma famille, moi, ils me connaissent parce que moi, je suis... Franchement, c'est pas à cause des druides, mais je n'aime pas les dérapages. Donc, ils me connaissent comme ça. Maintenant, quand ils me voient avec les druides, ils disent, mais Doji, tu as préféré ça? Je dis, oui, j'ai préféré ça. Bon, ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas? Non, mes enfants, tous ils sont bien, ma femme, tous. J'ai suivi dans le reportage tout à l'heure, quelqu'un a dit que vous pouvez être chauve aujourd'hui et demain, on voit les dreads sur votre tête. Est-ce que c'est le phénomène de la mode qui vous amène à faire ça ou bien? Quand on est chauve et que subitement on voit avec des sur la tête, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est fait. Il y a un rajout synthétique. Il y a un rajout synthétique qui est ajouté. Donc tous les dreads ne sont pas naturels. Bien évidemment. Il y a différents types de dreads. Oui, il y a différents types de dreads. Il y a des dreads qui ont des faux dreads, les faux locks, qui sont faits à base de mèches. Et les mèches aujourd'hui, puisque les gens veulent avoir les cheveux comme ça, mais ils n'ont pas les cheveux propices pour le faire. Là, il faut faire recours aux mèches et fabriquées pour pouvoir le faire. Et les mèches également, il y a naturel, il y a synthétique et il y a beaucoup de types de mèches pour le faire. Il y a des mèches où, quand on le fait, franchement, tu ne sauras jamais que c'est les mèches. C'est confondu carrément aux cheveux naturels. Mais ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher. Donc c'est là qui explique le fait qu'il est chauvé et subitement on le voit avec les cheveux. On le voit avec les dreads. En même temps, comment c'est arrivé? Il faut dire que c'est bien d'adopter le style druide, mais l'entretien aussi, ça compte. Parce qu'on voit des gens dans la rue et tout, le look, c'est pas soigneux. Il faut entretenir ces dreadlocks. Bien évidemment, l'entretien est cher. Parce que ceci, il faut le laver, il faut laver cette druide en temps normal chaque semaine. Chaque semaine. Quand ça a une certaine longueur. Quand c'est court, tous les jours, à la douche, tu peux mettre l'eau dedans, fais tout ce que tu veux avec. Mettre le savon et tout ça. Donc je peux mettre l'eau, comme je le fais pour mes cheveux là. Parce que moi, j'aime pas. Quand c'est pas encore long. Maintenant, quand ça devient long, comme pour moi, bon, tous les jours, ça devient un peu difficile puisque le séchage est difficile à faire et tout ça. Donc, on le fait une fois par semaine. C'est possible, c'est faisable. Ah, donc, vous mettez les trucs là, toi, Cyril, là, pour vous laver, c'est ça? Non, moi, il suffit de ramasser et faire un truc, un boule comme ça, les garder de façon et te laver. Parce que quand l'eau touche, c'est pas un problème. C'est un problème. Quand l'eau touche, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez sécher si vous voulez. Oui. Vous mettez l'eau dedans. La serviette pour faire comme ça. Et on nettoie. Ça passe en 30 minutes à l'air libre, ça se sèche de lui-même. Est-ce qu'il y a des produits qu'on doit utiliser, des shampoings? Il y a assez de produits pour les druides. Il y en a pas mal de produits pour les druides. Donc, c'est à vous de voir du moins ça, les problèmes que vous avez par rapport à vos cheveux et faire le choix des produits qu'il faut utiliser. Bon, le mieux est d'aller vers le spécialiste pour avoir des directives. Et il paraît que quand on a les dreads sur la tête, c'est difficile de devenir chauve. Non. Mais néanmoins, évidemment, ça aide. Mais quand tu es prédisposé, quand tu dois être chauve, tu seras chauve. Oui, ça tombe. Même si tu les mets en boule, mais si tu les mets en droite comme ça, le moment va venir. Bon, quand c'est en boule, c'est plus fort. C'est difficile à tomber par rapport à quelqu'un qui n'a pas fait ça, qui n'a pas fait les droites. Maintenant, ça va finir par tomber parce que tes cheveux sont qu'on appelle. Il y a des pertes de cheveux. Toujours. Donc, quand tu vas être dans le chauve, c'est que tu peux arrêter les cheveux, quel que soit ce que tu vas faire. Maintenant, il y a des produits pour aider.
pour aider. Quand tu vois que les cheveux sont faibles, par exemple, par rapport au milieu, quand c'est faible, tu vas voir que la touffe réduit ici. Donc, il faut apporter des produits pour donner de volume. Des produits c'est nécessaires. Ça, pour donner Et il faut garder les druides pendant combien d'années maximum? C'est maxi, c'est à volonté. À volonté? Ouais, on peut garder les druides à vie. Ah bon? Moi, j'ai dit tout à l'heure que après 10 ans, ça commençait pas à pousser, ça devenait ici, donc je coupais un peu. Bon, quelqu'un qui n'a pas envie de couper les cheveux, qui n'a pas envie de couper les druides, c'est qu'à longueur, au fil des années, ça tombe, ça vient en bas, jusqu'à ça commence pas à couler à terre. Eh bien, moi, j'ai une préoccupation. J'ai entendu dire que pour redevenir sans les druides, il faut raser la tête. Est-ce vrai? Bon, pas nécessairement. Pas nécessairement. Pour se déplacer les druides, c'est pas nécessairement de raser la tête. Il faut simplement. Ça dépend de ton objectif, ce que tu veux faire de tes cheveux. Pour quelqu'un qui, peut-être si tu as un événement qui t'oblige à raser les cheveux, tu as enlevé la tête sur la tête, tu es obligé d'enlever. Maintenant, si c'est programmé, alors tu vas cesser de faire les entretiens. C'est-à-dire, revoir la base, les nouvelles pousses, tu laisses comme ça pendant un certain nombre de mois. Et quand tu vois que tu as une touffe et que ça te va, et que la touffe là est énorme et puis tu coupes les tiges en haut et tu deviens afro tout de suite. Alors, je commence comme ça. Au bout de combien d'années j'aurai les dreads? Les dreads. Tu peux, avec tes cheveux, c'est encore très court pour commencer les dreads. Il faut laisser les cheveux pendant tout au moins 3 mois. 3 mois. Voilà. Et ne pas défriser les cheveux. Il faut pas les cheveux naturellement durs. Pendant 3 mois. Et après 3 mois, on commence à faire les petites boules. Oui. Tu peux le faire toi-même. Il suffit de prendre tes cheveux en de petites boules et que tu tournes. Tu fais des sections. Tu tournes. On lui donne la forme. Voilà, tu tournes, tu laisses ça, tu prends autre, tu tournes, tu laisses, ainsi de suite, tu fais toute la tête. Et tous les jours, tu prends chaque boule et que tu tournes. Au fil du temps, ça s'allonge. Je vous vois et les nouvelles pousses, tu tournes. Oui, je vais devenir déjà. Et ça devient un travail. Et après 3 mois de cela, tes cheveux ne continuent pas à tomber. Maintenant, là, ce n'est pas très beau. Pour avoir les trucs bien jolis, bien. Il faut aller chez le coiffeur. Franchement, il faut aller chez le spécialiste. Là, il sait comment s'y mettre pour être super à la tête. Vraiment, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. Je comprends maintenant. Je peux devenir bientôt. Oui, j'aurai les d'ici l'année prochaine déjà, vous serez déjà. Oui, je serai là. Le 11 mai prochain, 11 mai 2020. Et puis c'est économique, c'est économique. Ah oui. Puisque, c'est économique dans la mesure où la femme qui porte les dreads. C'est économique pour la femme. Voilà, elle ne va plus peut-être chaque fois acheter une mèche, faire des faits, chuter, acheter un con. Non, il n'y a plus ça. Je vais motiver des gens. Ah oui, je vous vois venir. Je vais motiver des gens pour moins dépenser. Je vous vois. Allez, merci beaucoup, Doji. C'est ça. Merci d'être venu. Merci, Fulgencia. Merci, Asioma. À très bientôt. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour votre pluriel ce soir. Nous allons, avant de partir, jeter un deuxième coup de regard sur le tableau météo.
Allez, merci à tous de nous avoir suivis. Ce sera tout pour le grand rendez-vous de ce jour. Et là, c'est un plaisir vraiment d'avoir partagé ces moments de télé avec vous. Passez une très bonne soirée, toujours en compagnie des programmes de BB24. Tout à l'heure, à 21h, suivez le forum du jour. À demain, 19h, avec Heureuse Danondé. Ciao.